Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'Illusions perdues de Balzac. Nous en sommes toujours à la première partie qui s'intitule Les deux poètes. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Eh bien, mon père, je construirai le second étage à mes frais. Ce sera le fils qui enrichira le père. Quoi que ce soit le monde renversé, cela se voit quelquefois. Comment, mon gars? Tu as de l'argent pour bâtir et tu n'en as pas pour payer tes loyers? Finot, tu ruses avec ton père. La question ainsi posée devint difficile à résoudre, car le bonhomme était enchanté de mettre son fils dans une position qui lui permit de ne lui rien donner tout en paraissant paternel. Aussi, David ne put-il obtenir de son père qu'un consentement pur et simple au mariage et la permission de faire à ses frais, dans la maison paternelle, toutes les constructions dont il pouvait avoir besoin. Le vieil ours, ce modèle des pères conservateurs, fit à son fils la grâce de ne pas exiger ses loyers et de ne pas lui prendre les économies qu'il avait eu l'imprudence de laisser voir. David revint triste. Il comprit que dans le malheur, il ne pourrait pas compter sur le secours de son père. Il ne fut question, dans tout Angoulême, que du mot de l'évêque et de la réponse de Madame de Bargeton. Les moindres événements furent ainsi dénaturés, augmentés, embellis, que le poète devint le héros du moment. De la sphère supérieure, où gronda cet orage, de Cancan, il en tomba quelques gouttes dans la bourgeoisie. Quand Lucien passa par Beaulieu pour aller chez Madame de Bargeton, il s'aperçut de l'attention envieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le regardèrent et saisit quelques phrases qui l'enorgueillirent. « Voilà un jeune homme heureux », disait un clerc dévoué nommé Petit Claud, le camarade de collège de Lucien avec qui Lucien prenait des petits airs protecteurs et qui était laid. « Oui, certes, il est joli garçon, il a du talent et Madame de Bargeton en est folle », répondait un fils de famille qui avait assisté à la lecture. Il avait impatiemment attendu l'heure où il savait trouver Louise seule. Il avait besoin de faire accepter le mariage de sa sœur à cette femme, devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille, Louise serait peut-être plus tendre, et cette tendresse pouvait amener un moment de bonheur. Il ne s'était pas trompé. Madame de Bargeton le reçut avec une emphase de sentiment qui parut à ce novice en amour un touchant progrès de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête aux baisers enflammés du poète qui, la veille, avait tant souffert. « Si tu avais vu ton visage pendant que tu lisais, dit-elle, car il s'était arrivé la veille au tutoiement, à cette caresse du langage, alors que sur le canapé, Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de sueur qui par avance mettaient des perles sur le front, où elle posait une couronne. Il s'échappait des étincelles de tes beaux yeux. Je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras tout chénier, c'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus. Je ne le veux pas. Oui, cher ange, je te ferai une oasis où tu vivras toute ta vie de poète. Active, molle, indolente, laborieuse, pensive, tour à tour. Mais n'oubliez jamais que vos lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épargne. Il se venge de tous les bonheurs qu'il ne partage pas. Oui, je serai toujours jalousée. Ne l'avez-vous pas vu hier? Ces mouches buveuses de sang sont-elles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont faites? Mais j'étais heureuse. Je vivais, il y a si longtemps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Louise. Lucien lui prit une main, et pour toute réponse, la baisa longtemps. Les vanités de ce poète furent donc caressées par cette femme comme
Elle l'avait été par sa mère, par sa sœur et par David. Chacun autour de lui continuait à exaucer le piédestal imaginaire sur lequel il se mettait. Entretenu par tout le monde, par ses amis comme par la rage de ses ennemis dans ses croyances ambitieuses, il marchait dans une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellement complices de ses louanges et de ses idées, tout s'empresse tant à servir ce jeune homme, beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et froide pour dissiper de tels prestiges. Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse aimer. Elle releva ses beaux yeux, qu'elle avait tenus baissés, et dit en démentant sa parole par un angélique sourire, « Si vous le méritez, plus tard. N'êtes-vous pas heureux? Avoir un cœur à soi, pouvoir tout dire avec la certitude d'être compris, n'est-ce pas le bonheur? » Oui, répondit-il en faisant une moue d'amoureux contrarié. Enfant, dit-elle en se moquant. Allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien. Lucien confia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour sa sœur, celui de sa sœur pour David et le mariage projeté. Pauvre Lucien, dit-elle, il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était lui qui se maria. Mais où est le mal? Reprit-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. Comme fait ta famille? Ou tu es une exception? Si mon père épousait sa servante, t'en inquiéterais-tu beaucoup? Cher enfant, les amants sont à ceux seuls toute leur famille. Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien? Sois grand, sache conquérir de la gloire, voilà nos affaires. Lucien fut l'homme du monde le plus heureux de cette égoïste réponse. Au moment où il écoutait les folles raisons pour lesquelles Louise lui prouva qu'ils étaient seuls dans le monde, M. de Bargeton entra. Lucien fronça le sourcil et parut interdit. Louise lui fit un signe et le pria de rester à dîner avec eux en lui demandant de lui lire André Chénier, jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vinssent. « Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, dit M. de Bargeton, mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon dîner. » Câliné par M. de Bargeton, câliné par Louise, servi par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les favoris de leur maître, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton, en s'identifiant à toutes les jouissances d'une fortune dont l'usufruit lui était livré. Quand le salon fut plein de monde, il se sentit si fort de la bêtise de M. de Bargeton et de l'amour de Louise qu'il prit un air dominateur, que sa belle maîtresse encouragea. Il savoura les plaisirs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire partager. Enfin, il s'essaya, pendant cette soirée, à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, quelques personnes pensèrent qu'il était, suivant une expression de l'ancien temps, du dernier bien avec Madame de Bargeton. Amélie, venue avec Monsieur de Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jaloux et les envieux. Ne rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un petit jeune homme tout fier de se trouver dans un monde où il ne croyait jamais pouvoir aller, dit Châtelet. Ne voyez-vous pas que ce Chardon prend les phrases gracieuses d'une femme du monde pour des avances? Il ne sait pas encore distinguer le silence que garde la passion vraie du langage protecteur, que lui méritent sa beauté, sa jeunesse et son talent. Les femmes seraient trop à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux. Mais quant à Naïs... Oh, Naïs, répéta la perfide Amélie. Naïs est très heureuse de cette passion. À son âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de séduction. On redevient jeune auprès de lui, l'on se fait jeune fille, et on en prend les scrupules, les manières, et l'on ne songe pas au ridicule. Voyez donc, le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez Madame de Bargeton. L'amour ne connaît pas ces distances-là.
Chanterona, Adrien. Pardon. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discutât le degré d'intimité dans lequel se trouvait M. Chardon, alias de Rubempré, et Madame de Bargeton. À peine coupables de quelques baisers, le monde les accusait déjà du plus criminel bonheur. Madame de Bargeton portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences? Il est des personnes auxquelles tout est permis. Elles peuvent faire des choses les plus déraisonnables. D'elles, tout est bienséant. C'est à qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incroyable sévérité. Celles-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise. Vous diriez des statues admirées que l'on ôte de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou cassé le nez. On ne leur permet rien d'humain. Elles sont tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de Madame Bargeton à Lucien équivalait aux 12 années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serrement de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente. David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la construction du second étage de la maison paternelle. Agrandir cette maison, n'était-ce pas travailler pour lui? Tôt ou tard, elle lui reviendrait. Son père avait 78 ans. L'imprimeur fit donc construire en colombage l'appartement de Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorer, à meubler galamment l'appartement du premier, où la belle Ève devait passer sa vie. Ce fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis. Quoique las des chétives proportions de l'existence en province et fatigué de cette sordide économie qui faisait d'une espèce de sang sous une somme énorme, Lucien supporta sans se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile au-dessus de sa tête. Il rêvait une belle existence en asseyant son bonheur sur la tombe de M. Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son dîner comme une maladie qui devait se guérir par celle du souper. Vers le commencement du mois de septembre, Lucien n'était plus prote. Il était M. de Rubempré, logé magnifiquement en comparaison de la misérable mansarde à lucarne où le petit Chardon demeurait à L'Houmeau. Il n'était plus un homme de L'Houmeau. Il habitait le Haut-Angoulême et dînait près de 4 fois par semaine chez Madame de Bargeton. Pris en amitié par Monseigneur, il était admis à l'évêché. Ses occupations le classaient parmi les personnes les plus élevées. Enfin, il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France. Certes, en parcourant un joli salon, une charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût. Il pouvait se consoler de prélever 30 francs par mois sur les salaires si péniblement gagnés par sa sœur et par sa mère, car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis 2 ans, L'Archer de Charles IX, et un volume de poésie intitulé Les Marguerites, répandrait son nom dans le monde littéraire en lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa sœur et David. Aussi, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au retentissement de son nom dans l'avenir, acceptait-il maintenant ses sacrifices avec une noble assurance. Il souriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Ève et David avaient fait passer le bonheur de leur frère avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage, car les affaires de Lucien avaient eu la primauté. Quiconque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement. Il était si séduisant. Ses manières étaient si câlines, son impatience et ses désirs, il les exprimait si gracieusement. Il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilège perd, plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitué aux prévenances qu'inspire une jolie jeunesse, heureux de cette égoïste protection que le monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ces grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter.
Trompé sur le sens et le mobile des relations sociales, il croit toujours rencontrer de décevants sourires. Mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Ève avait d'ailleurs désiré ce retard. Elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Que pouvaient refuser deux amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur « Je voudrais savoir coudre ». Puis le grave et observateur David avait été complice de ce dévouement. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez Madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien. J'ai perdu mon oreillette. Voilà. Qui s'opérait chez Lucien. Il craignit de lui voir mépriser les mœurs bourgeoises, dans le désir d'éprouver son frère. David le mit quelquefois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde. Et voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié « On ne nous le corrompra point ». Plusieurs fois, les trois amis et Madame Chardon firent des parties de plaisir, comme elles se font en province. Ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente. Ils dînaient sur l'herbe avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue. Puis ils revenaient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé 3 francs. Dans les grandes circonstances, quand ils dînaient à ce qui se nomme un restaurant, espèce de restaurant champêtre qui tient le milieu entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à 100 sous partagés entre David et les Chardons. David savait un gré infini à Lucien d'oublier, dans ses champêtres journées, les satisfactions qu'il trouvait chez Madame de Bargeton et les somptueux dîners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulême. Dans ces conjonctures, au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il vint assister à son mariage, en espérant que le bonhomme, séduit par sa belle-fille, contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses. Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien qu'elle fut ce qu'on nomme perdure. Il s'était posé comme un humble confident de Madame de Bargeton, mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur, mais il avait trop présumé les deux amants dont l'amour restait platonique, au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a en effet des passions qui s'embarquent mal ou bien, comme on voudra. 2 personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leur désir dans le vide. 2 amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent des passions qui étaient entrées en campagne, en saigne déployée, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles sans victoire, honteuses, désarmées, sottes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent. Car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fats qui connaissent la pratique, ni aux coquettes habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lie tant les amants, précipite les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs,
Elle admet si peu l'intimité qui console sans offenser la vertu. Les relations les plus pures y sont déraisonnablement incriminées. Que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents, par lesquels se terminent de longues luttes secrètes et ainsi primitivement complices de ces éclats. Mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offerts par quelques femmes calomniées, sans raison, n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir injustement accusé. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés. Et ceux que rencontraient les deux amants ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver. C'étaient des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, Madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit. Autant aurait voulu s'enfuir avec lui. Elle le recevait à la vérité dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé qu'il s'en croyait le maître. Mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton sans croire que sa femme voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autres obstacles que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper, mais elle était accablée de visites. Et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins. Ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée, par suite de vieilles habitudes prises et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angoulême? Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive. Il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez Madame de Bargeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi, au dedans comme au dehors, Madame de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province. Les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise, comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position. Elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût emmener son cher poète, comme font quelques femmes qui, sous un prétexte habilement forgé, vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie, dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l'escarbat et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irritait de ces misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez Madame de Bargeton et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de Monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie, et auquel il cédait le pas pour entrer. Espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard, son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles qu'il devait rester neutre afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien qu'il caressait, et Madame de Bargeton qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre Monsieur de Chandour et lui une controverse au sujet de deux amoureux. Du Châtelet prétendait que Madame de Bargeton se moquait de Lucien,
qu'elle était trop fière, trop bien née pour descendre jusqu'au fils du pharmacien, ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de Madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent, quelques intimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation où Duchâtelet et Stanislas justifiaient à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ?» Cette controverse tenait Madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour, Duchâtelet fit observer que toutes les fois de Monsieur de Chandour et lui se présentaient chez Madame de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes. La porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient, rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied. Ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Et c'est là que l'on va arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.